Le plus grand scandale de l'histoire du capitalisme se déroule sous nos yeux en ce moment, avec les révélations incessantes autour des dossiers Epstein. En même temps, un autre scandale vient de commencer cette semaine, la guerre contre l'Iran. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui à Parti pris. Parti pris, c'est le podcast qui prend ouvertement le bord des travailleurs dans chaque enjeu, puis qui essaie d'illustrer les intérêts de classe derrière les grands enjeux de l'actualité. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui au sujet de l'Iran et des dossiers Epstein. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Bissonnette du comité exécutif du PCR. Salut Hélène. Salut Julien. Content de t'avoir encore cette fois pour le podcast. Un épisode très important, puis aussi, c'est les deux sujets centraux de notre dernière édition du journal Révolution communiste, donc le journal du PCR que j'ai ici. La couverture, c'est sur Epstein. La couverture arrière porte sur la guerre en Iran, la guerre contre l'Iran. Donc, j'invite tous nos auditeurs à se procurer le journal, à vous abonner, à soutenir le travail du parti. Je pense que vous allez tirer beaucoup de choses de cette édition-ci en particulier. Mais allons droit au but. On va commencer avec l'Iran, qui est un gros sujet, fait les manchettes depuis 6 jours. Donc, les États-Unis et Israël ont lancé une guerre non provoquée contre l'Iran. Peut-être qu'on peut commencer un peu avec d'où ça sort, c'est quoi le contexte récent dans lequel ça s'inscrit, mais aussi le contexte général. Donc, l'Iran, c'est un ennemi historique des États-Unis depuis des décennies, essentiellement depuis la révolution de 1979, qui était une révolution qui gagne à être découverte parce que c'était... je sais que toi aussi, tu as étudié un peu cette question-là, Hélène, c'était une révolution menée par la classe ouvrière, menée par les travailleurs, les gens ordinaires, qui ont tenté de changer la société, mais une révolution qui a été, en l'absence d'un leadership révolutionnaire, d'un leadership prêt à renverser le capitalisme, qui a été cooptée par les mollahs, qui ont établi la République islamique, une dictature qui s'est faite sur le dos de centaines de milliers de militants communistes, notamment, qui ont été exécutés, donc qui ont établi ce régime-là, mais qui s'est tout de suite mis à dos l'Occident et Israël en particulier. Donc, l'Iran est devenu un ennemi régional des États-Unis, mais d'abord et avant tout d'Israël, qui est évidemment le bras de l'impérialisme américain au Moyen-Orient. Puis, donc, Israël vise aussi une domination régionale au Moyen-Orient. Puis, ça fait longtemps, en fait, que Netanyahou, il veut cette guerre-là, en fait. Netanyahou a beaucoup de problèmes chez lui en Israël. Depuis le 7 octobre, il s'est servi de l'attaque du 7 octobre par le Hamas pour lancer une offensive génocidaire contre Gaza, mousser ses appuis en Israël, lui qui est accusé de corruption, de toutes sortes de choses. Mais aussi, c'est une période où je crois que Netanyahou et les États-Unis croient que c'est le bon moment d'attaquer l'Iran. C'est-à-dire que les alliés régionaux de l'Iran, que sont par exemple le Hamas, le Hezbollah, ont été jusqu'à un certain point affaiblis depuis le 7 octobre. Donc, ça fait longtemps que Netanyahou veut poursuivre sur cette lancée-là et affaiblir l'Iran. Évidemment, une des considérations importantes, c'est de ne jamais laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire, parce que ça changerait complètement l'équilibre des forces dans la région. Ça affaiblirait Israël. Donc, il y a vraiment ces intérêts-là historiques, c'est-à-dire d'affaiblir le régime en Iran. Il y a la relation entre Israël et l'Iran. Puis c'est ça qui se cache derrière cette guerre-là, en fait. Puis un autre aspect aussi, c'est que ça ne sort pas de nulle part à plus d'un égard. Ça fait, depuis le 7 octobre notamment, les provocations du régime israélien, de l'impérialisme israélien contre l'Iran, ont été incessantes, en fait. Ils ont fait toutes sortes de provocations, puis à chaque fois, c'est l'Iran qui se retenait, en fait. Puis ça, évidemment, ça nous amène à la guerre des 12 jours qui a eu lieu à l'été 2025, en juin, où les États-Unis ont dit « Ah, nous avons détruit le potentiel nucléaire de l'Iran ». Puis là, un peu plus tard, qu'il y a une semaine ou deux, tu as Netanyahou qui dit « Ah oui, l'Iran est à quelques semaines d'avoir l'arme nucléaire » et Trump fait encore du bruit sur le programme nucléaire iranien. Donc, encore une fois, ils nous ont menti en juin dernier en disant « Ah, nous avons détruit l'arsenal nucléaire ou le potentiel nucléaire de l'Iran ». Bref, il y en a beaucoup à dire, mais je pense que c'est important de commencer avec ce contexte-là, c'est-à-dire, il y a ce conflit régional-là entre Israël et l'Iran, qui fait partie du conflit plus large où les États-Unis essaient d'affirmer leurs intérêts impérialistes
au Moyen-Orient. En fait. Puis c'est un des aspects fondamentaux qui se cache derrière ce conflit-là. Puis qu'on n'entend pas beaucoup en Occident. En fait, tout ce qu'on entend, c'est les crimes du régime iranien, qui sont nombreux, il y a des crimes, mais honnêtement, qui sont incomparables aux crimes innombrables de l'impérialisme américain partout dans le monde. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, bien, ce que tu mentionnais depuis le 7 octobre, il y a eu énormément de provocations d'Israël. Essentiellement, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont voulu, c'est provoquer l'Iran, une réponse de l'Iran pour justifier d'attaquer, puis surtout de trouver une façon d'amener les États-Unis là-dedans aussi. Et ce qu'on peut voir, c'est... Ce qu'on entend dans les médias, c'est présenté comme si la plus grande menace, c'est l'Iran. C'est présenté comme la principale source d'instabilité dans la région. Oui, puis à écouter ça, on pourrait se dire, mais mon Dieu, ça fait des mois que l'Iran provoque sans arrêt Israël et les autres pays, alors que c'est exactement l'inverse. Puis même, à bien des égards, on peut dire que la réponse a été très molle de l'Iran aux différentes provocations et différentes attaques, mais aussi la guerre de 12 jours, comme ils l'ont appelé. C'est incroyable de voir, de voir ça aujourd'hui. Trump nous avait dit à quel point ça a été une opération victorieuse. Il avait tout détruit, le potentiel nucléaire iranien. Et là, soudainement, tout ça, c'était faux, en fait. Puis en fait, n'importe qui prenait le temps d'analyser la situation, c'était assez clair qu'il n'y avait pas détruit grand-chose. Mais il y a un point important, c'est on voit un peu le même modus operandi, la même façon d'opérer qu'on a vu, c'était en juin dernier, la guerre de 12 jours, des négociations entre l'Iran, les États-Unis, Israël, tout ça, et qui sont essentiellement utilisées comme un prétexte pour dire, on arrête les négociations, on rentre en guerre parce que l'Iran veut pas négocier. Mais ça sur les négociations, c'est d'une absurdité. On faut appeler à la négociation, tout ça. L'Iran a jamais quitté la table de négociation. Exactement. En fait. Jamais quitté. Puis c'est eux qui se sont fait attaquer par Israël et les États-Unis en juin dernier. Fait que c'est aussi ça, c'est un autre point, c'est qu'à cause de cette guerre-là, qui avait peut-être jusqu'à un certain point pris par surprise l'Iran, parce qu'il y avait des négos, mais en quoi ils peuvent avoir confiance dans les négos de bonne foi des États-Unis? Évidemment qu'ils n'ont pas confiance à ça. Puis je pense que cette fois-ci, c'est la même chose, des négociations, et là ensuite Trump nous dit... Soi-disant négo, Soi-disant négociations, ou soi-disant les États-Unis négociaient de bonne foi, mais c'est l'Iran qui n'était pas de bonne foi. Mais c'est la même chose qu'on voit se répéter, mais je pense que la différence, c'est que cette fois-ci, l'Iran n'était pas dupe. Savait qu'est-ce qui s'en venait. Ouais. On dit souvent la première victime dans n'importe quelle guerre, c'est la vérité. T'sais. Puis je pense que c'est ça qu'on voit dans les médias occidentaux. C'est la vérité a pris le bord, en fait. Puis là, c'est l'Iran qui est présenté comme la plus grande menace. La plus grande source d'instabilité dans la région. Honnêtement, faites-moi rire. Là, c'est qui a bombardé la Syrie, le Liban, le Qatar aussi. Ils ont bombardé là, je parle d'Israël, évidemment. Ils ont bombardé des négociateurs du Hamas au Qatar. Presque aucune dénonciation en Occident quand c'est arrivé. C'est Israël qui a été constamment une source d'instabilité depuis longtemps, mais depuis 2 ans en particulier. Puis là, c'est l'Iran qui à chaque fois a montré une certaine c'est retenu contre les provocations d'Israël, qui est considéré comme la pire menace. C'est honnêtement n'importe quoi. Puis je pense qu'il faut expliquer ça. Ce qu'on voit ici, c'est une série de mensonges et d'hypocrisie sans bon sens. T'sais. Puis évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ah, mais les crimes des mollahs en Iran sont épouvantables. » Puis effectivement, c'est un régime détesté d'ailleurs par les masses iraniennes. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des soulèvements en Iran presque chaque année depuis 2018. On a commenté énormément là-dessus au PCR. On a fait des événements publics sur la lutte en Iran, la lutte ouvrière en Iran. Mais le point, c'est que tous ces crimes-là sont rien comparés aux crimes d'Israël à Gaza, par exemple. T'sais, on parle de les estimations de la répression récente en Iran. C'est quelque part... Le régime parle de 3 000 morts, certaines estimées parlent de entre 6 000 et 30 000. Bref, c'est beaucoup, mais tout ça, c'est bien moins que l'offensive génocidaire à Gaza. Puis si on parle de démocratie, de régime théocratique, de dictature, l'Arabie Saoudite, ils disent jamais rien sur l'Arabie Saoudite, le sort des femmes en Arabie Saoudite. C'est juste l'Iran le problème. C'est une hypocrisie sans borne à chaque fois. Puis je pense que c'est notre rôle, le rôle qu'on se donne au podcast, le rôle que les communistes ont en Occident, c'est
exposer cette hypocrisie puante-là. Ces gens ont aucune leçon à donner sur les droits humains et la démocratie à qui que ce soit. Ouais, je pense que c'est ça qu'on voit en ce moment. C'est complètement dégueulasse. On dirait que c'est un peu... c'est un monde orwellien, là, tu sais, ce qui est... Quand t'écoutais le discours de Trump samedi, quand il était au début de la guerre, et t'écoutes ça, puis tu dis, bah, c'est pas compliqué. C'est rendu quasiment simple. Quand il dit noir, faut que tu comprennes blanc. C'est l'inverse. Tout ce qu'il explique, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. C'est vraiment... C'est scandaleux, mais c'est aussi... C'est devenu tellement gros que je pense on n'est pas les seuls à s'en rendre compte. Non, pas du tout. Je pense que ça, c'est assez évident. Les déclarations des politiciens occidentaux, on va en parler notamment de Carney et des politiciens québécois dans un instant, mais ça je pense qu'il y a beaucoup de monde qui croit pas un mot de ce qu'ils disent. Moi, ça en parlait dimanche dans la chambre d'hockey avant mon match. Je joue à tous les dimanches, puis il y a quelqu'un qui a amené le sujet c'est vraiment fou ce qui se passe en Iran, tu sais. Puis il y en a un de manière un peu cynique qui dit qu'est-ce qui pourrait bien arriver de mal là-bas, hein? Le monde le sait que ça va mal finir, tu sais, puis que les intentions des Américains là-dedans et de leurs petits frères du Canada sont pas bonnes, puis qu'il y a une riche histoire d'intervention américaine qui se finissent dans des désastres complets dans les pays où ils essayent d'imposer des changements de régime et tout ça. Mais parlant de ça, il faut parler des objectifs des États-Unis, parce que ça aussi, ça peut être difficile de s'y retrouver au premier abord, parce que les médias aident pas, Trump aide pas, personne aide à comprendre pourquoi est-ce que les États-Unis font ça. Parce que c'est une chose de dire, bon, l'Iran, c'est un ennemi historique dans la région, mais pourquoi maintenant? Puis c'est quoi le but d'attaquer l'Iran en ce moment? Est-ce que tu veux nous lancer sur ça? Oui, bien, c'est une bonne question. C'est quoi les objectifs? Parce que si on écoute ce que le gouvernement américain, est-ce que Trump et compagnie nous ont sorti, en fait, on peut se demander c'est quoi l'objectif? Parce que il y a quelques... Ils ont dit une chose et son contraire. T'sais. Exactement. Il y a quelques semaines, Trump menaçait d'envahir au nom de la démocratie contre la répression du régime envers les manifestants, envers le gros mouvement. Donc, évidemment, je pense qu'on on savait que c'était complètement de l'hypocrisie, mais ils nous ont sorti ça, là, ils attaquent et ben là, on n'en parle plus de ça. Même, c'est qui en ce moment qui est en train de... qui agit comme répression envers ces mêmes personnes-là. C'est le gouvernement qui les bombarde, c'est les États-Unis, c'est on va vous Israël. aider contre la répression en bombardant vos quartiers puis vos écoles. T'sais. Exactement. Je pense que Trump a dit, allez vous cacher, allez vous mettre à l'abri. Ben oui, toi, essaye de faire ça. Tu diras ça aux jeunes là, dans l'école qui se sont fait bombarder samedi. Ouais, puis ça d'ailleurs, ça n'a pas été rapporté beaucoup à Radio-Canada, CBC, à d'autres, mais une école de jeunes filles, le chiffre que j'ai vu, c'est 168 jeunes écolières qui sont mortes dans une frappe d'Israël. Donc ça, c'est de la belle solidarité avec les femmes iraniennes opprimées par le régime. Puis ça, d'ailleurs, ça fait des années là, qu'on l'entend, là, la solidarité avec les femmes iraniennes. C'est le mouvement Femmes, Vie, Liberté. L'hypocrisie complète ici, au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs. La solidarité avec les femmes iraniennes. On voit qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. On peut absolument pas faire confiance aux impérialistes, aux politiciens bourgeois. Donc, tout ça, c'était juste un prétexte. Trump nous sort ça il y a quelques semaines. Là, après ça, ben, c'est quoi? C'est la menace nucléaire de l'Iran, soi-disant qui est devenue une menace nucléaire importante, même si, il y a quelques mois, en juin 2025, on aurait complètement annihilé tout le potentiel nucléaire. Donc là, soudainement, ça redevient sur la table. Mais avec ça, c'est aussi les missiles de longue portée. Donc, c'est soi-disant la menace militaire que pèse l'Iran. Et donc, c'est une raison d'attaquer. D'ailleurs, en termes de revendication, en termes de qu'est-ce que les États-Unis pourraient aller chercher, jamais l'Iran va accepter de défaire son programme nucléaire et juste essentiellement de se départir de son arme militaire, toute son armature militaire. On demande à un pays qui se fait attaquer, provoquer depuis des mois, comme on vient de l'expliquer, arrêtez de vous défendre. C'est essentiellement, on vous attaque en vous demandant d'arrêter de vous défendre. Accepter cette revendication très raisonnable, c'est complètement loufoque, c'est complètement ridicule. Ça, je pense, ça pointe vers le fait que c'est tout ce qui sort en ce moment, ils sortent un objectif et son contraire, ça pointe vers la vraie raison derrière tout ça. Je pense que
c'est assez clair, c'est qu'ils veulent un changement de régime, ils veulent ça depuis longtemps. C'était ça l'objectif de la guerre de 12 jours, un changement de régime. Là, qu'est-ce qu'on a? Ben, ils ont d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait une attaque rapide l'année passée et ben, je pense qu'ils se sont rendus compte rapidement que l'Iran, c'est pas le Venezuela, l'Iran, c'est pas un petit pays, c'est une puissance qu'on peut pas, on peut pas attaquer aussi simplement là, qu'on le voudrait. Ouais. Puis ouais, effectivement, si on enlève toute la fumée, les discours contradictoires, c'est clair que c'est un changement de régime qu'ils veulent. Mais l'impérialisme américain, puis les politiciens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez en Occident, sont incapables de comprendre que plus ils attaquent l'Iran comme ça, plus ils renforcent le régime. Parce que, je pense, il y a eu, comme on l'a mentionné déjà, il y a eu des mouvements de masse en Iran extrêmement inspirants dans les dernières années contre le régime. Mais je pense que la haine du régime iranien est beaucoup moins forte que la haine de l'impérialisme en Iran, en fait. L'impérialisme américain. Oui, c'est ça, de l'impérialisme américain en particulier, c'est ça. Puis là, ils ont tué le chef suprême, Ali Khamenei. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça vient d'en faire un martyr, en fait. Fait que s'il y a de quoi, ça va pas amener la population, parce que Trump a dit ça, soulevez-vous, puis renversez votre régime sous les bombes américaines. Ben oui, toi, tu sais. Non, c'est sûr que ça va pas arriver. Oui, puis il n'y a pas de... ça n'a pas donné... Il n'y a pas de mouvement pour renverser le régime en Iran en ce moment. Non, c'est ça. Et renverser l'ayatollah, renverser quelques têtes dirigeantes, ça va en prendre beaucoup plus pour changer complètement un régime qui est... Quand on parlait beaucoup des mouvements dans la dernière période, des mouvements révolutionnaires en Iran, et on insistait beaucoup sur le fait que l'Iran, c'est un régime qui est pas très stable, en fait, qui est en crise. Mais dans le contexte actuel, relativement à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un régime militairement, c'est une puissance dans la région. Puis je pense, si Trump voulait arriver là puis dire, ben, nous, on rentre dans le tas, puis on tasse tout ce monde-là, puis on va faire comme on a fait au Venezuela, ben, je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est pas ça qui va arriver. Oui, puis d'ailleurs, le régime iranien, tu sais, quand les gens disent « solidarité avec les femmes iraniennes, les pauvres gens qui sont opprimés, qui sont exploités », tu sais, pourquoi ils sont d'ailleurs? L'Iran est le régime, peut-être dans l'histoire humaine, qui a le plus de sanctions contre lui. Donc, c'est l'Occident qui étouffe l'économie iranienne, en fait. Puis les mollahs, le régime, se sert de ça aussi pour susciter le nationalisme, susciter la haine anti-américaine, qui est bien méritée, mais bon, le point c'est ça, c'est que ça donne des munitions au régime des mollahs pour se stabiliser, puis continuer sa soi-disant lutte contre l'impérialisme. Non, le régime des mollahs n'a pas les intérêts des Iraniens à cœur, mais le point c'est que dans une lutte contre l'impérialisme, force est de constater que les gens vont se ranger contre cette agression éhontée-là, en fait. Fait que non, l'attaque accomplit le contraire de ce qu'elle veut, en fait. Puis l'autre aspect qui est pas encore discuté beaucoup, mais qui commence à l'être un peu. J'ai écouté un podcast ce matin de CBC. Je pense que le monde commence à réaliser, et on n'a pas le choix de commenter sur le fait que les Américains ne sont pas en train de gagner cette guerre-là, en fait. Puis les chances sont que, en fait, c'est une erreur monumentale de l'impérialisme américain de Trump d'avoir lancé cette attaque-là, en fait. Parce que c'est déjà en train de se retourner contre eux. Je sais que tu as quelques faits à ce sujet-là. J'en ai moi aussi, mais ouais, c'est un des faits qui commence déjà à voir la lumière du jour juste dans les dernières heures, dans les derniers jours. Ouais, donc, puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'aspects par rapport à ça. Au début, Trump il arrive, il nous dit ça va être quelques jours. Oui, une guerre de 3 jours, ça va être fait. Après ça, non, finalement, ça va être plus long. Là, je pense que c'est Pete Hegseth qui dit non, ça va être... non, il n'y aura pas de guerre... les guerres éternelles, les guerres éternelles. Les Forever mais Wars, ensuite, ouais, c'est ça. Mais ensuite, il finit par nous dire non, mais on est prêt à ce que ça soit long. Donc, ça va être long, ça sera pas long. On voit qu'ils sont pas du tout en contrôle. Et l'autre point important, c'est la question militaire. C'est la question des missiles cette question-là, elle est au cœur de ça, en fait. Puis Trump a dit on a une quantité quasiment illimitée de missiles. Je ne vais pas dire que c'est loin de la vérité, mais c'est encore pire que ça. C'est exactement l'inverse. Les États-Unis ne sont pas
en position pour continuer cette guerre-là. Les faits commencent à sortir, les médias n'en parlent pas beaucoup, mais déjà, je voyais certains médias qui rapportaient cette semaine que, selon des sources américaines, les pays du Golfe sont déjà en train de mettre de la pression pour que les États-Unis augmentent rapidement, de toute urgence, la quantité de missiles de défense, ce qu'ils appellent les missiles intercepteurs. Fait que c'est là où la guerre se joue. L'Iran a des milliers et des milliers de missiles là, d'offensive là, qui peuvent lancer en quantité industrielle. Et pour intercepter ces missiles-là, la réalité, c'est que les États-Unis et Israël, par la bande, ont pas autant, ont vraiment pas assez, en fait, d'équipements, pas assez de missiles. Et là, les États du Golfe, c'est eux qui se font attaquer en ce moment. C'est les bases américaines, oui, mais c'est eux qui se font attaquer. Eux, ils commencent à paniquer un peu. Donc, il y a ça. Mais aussi, on peut donner un exemple. Dans la guerre de 12 jours, l'année passée, ça serait une affaire comme 500 missiles que l'Iran aurait lancés sur Israël. Le fameux dôme de fer, qui est supposé être créer une forteresse avec Israël. Et il y en a, je pense, presque une 50aine de missiles qui ont traversé, en fait. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'Iran, à ce moment-là, s'était retenu, en fait. Il a envoyé une série de missiles le soir, à des moments très précis, et il y en a quand même qui sont passés. En ce moment, l'Iran a la capacité de faire encore plus de dommages. C'est ça le portrait. Et ils sont en train d'en faire. Et je pense que les États-Unis, le simple fait que la guerre se prolonge, on est dans ce qu'on appellerait une guerre d'attrition, en fait, où l'Iran a juste à continuer, lancer des missiles. Je sais qu'en ce moment, c'est beaucoup des drones qu'ils envoient, mais ils ont beaucoup de missiles très cheap, là, comme on dit. Ils en ont plein d'accumulés depuis des années et des années. À côté de ça, on a les missiles intercepteurs américains qui valent des millions de dollars. Il y en a vraiment beaucoup moins. Ce qui fait que la situation est complètement débalancée. Puis peut-être juste en terminant, j'écoutais, c'était hier, je crois, la conférence de presse de Pete Hegseth, donc le secrétaire de la guerre, je pense, comment il l'appelle maintenant, et il y avait le chef d'état-major des armées, et Pete Hegseth nous dit, ils sont cuits, l'Iran est cuit, et ils le savent, puis il fait un gros discours, là, comme on est habitué de l'entendre, puis à côté, le chef d'état-major, quand c'est rendu à son tour de parler, son discours était beaucoup plus nuancé. Et il dit, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur les munitions. Rassurez-vous, on en a assez. Après ça, il ajoute, « Oh, mais j'aime pas ça parler de quantité. » Pourquoi t'aimes pas ça parler de quantité? On se demande. Puis il finit par dire, « c'est une question de sécurité opérationnelle. » tu sais. Fait que, la seule raison pourquoi tu veux pas en parler, je pense, parce que c'est assez évident, en fait, que t'envoies un message à l'Iran si tu commences à entrer dans les chiffres. Fait que je pense qu'il y a des indices aussi à ce niveau-là qui nous montrent, en fait, que c'est une série de mensonges qu'on nous dit depuis le début. La guerre va pas si bien que ça du tout, en fait. Puis ça va devoir être suivi de jour en jour. Mais oui, mais ça aussi, ça va avoir des conséquences sur le Trumpisme, en fait. Parce que Trump avait dit qu'il s'était présenté comme le président de la paix, qui amenait la paix partout, qu'il n'y aurait plus de guerre éternelle. Puis là, il vient peut-être de se mettre les pieds dans une guerre éternelle. il y a déjà dépendamment des sources, entre 4 et 6 soldats américains qui sont morts. Si ça monte à 10, 20, 30, ça va avoir un impact aux États-Unis. Puis un point super important qu'on peut développer peut-être plus tard, c'est que, tu sais, d'habitude dans une guerre, ça commence souvent avec un élan de patriotisme. Tu sais, que la classe dirigeante est capable de justifier aux yeux du monde ordinaire pourquoi ils font ça. Mais déjà en ce moment, alors que la guerre vient de commencer, une majorité d'Américains s'y opposent. Je pense que c'est 59%. Puis comme 25-27 qui l'appuient activement. C'est incroyable. La guerre est déjà impopulaire, puis elle vient de commencer. Fait que Trump est peut-être en train de creuser sa tombe sur cette guerre-là, en fait. Ouais. Mais moi, j'allais dire, l'ironie, c'est pourquoi on est dans cette guerre-là. C'est, à bien des égards, c'est à cause de l'impopularité de Trump, tu sais. Ouais, c'est ça. c'est une façon d'essayer d'apaiser la base MAGA qui est d'aller chercher en colère. Une victoire de politique étrangère. C'est ça. Pour masquer ses échecs. Exactement. Puis là, ça va certainement se transformer en son contraire. Ça, c'est clair. Mais parlons de la réaction au Canada et au Québec.
parce que c'est évidemment, c'est là qu'on milite au PCR, puis c'est un des rôles clés qu'on a, c'est d'exposer les mensonges, l'hypocrisie de notre propre classe dirigeante. Puis, cette fois-ci encore, il y en a eu à la pelletée, en fait. Parce que, évidemment, Carney, le Mark Carney du discours de Davos, celui qui parlait du fait que les puissances moyennes devaient dire la vérité, devaient arrêter de faire semblant que le droit international, c'est important. En fait, jusqu'à un certain point, c'est ça que Carney fait en ce moment, mais bref, il dit qu'il faut tenir tête aux grandes puissances, on est dans une période de lutte entre les grandes puissances, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il a dit qu'ils appuyaient, le Canada appuie ce que les États-Unis font en Iran, que l'Iran, c'est la plus grosse source d'instabilité au Moyen-Orient, et qu'évidemment, Israël a le droit de se défendre. Donc, Israël et les États-Unis attaquent l'Iran, mais rassurez-vous, Israël a le droit de se défendre. C'est incroyable. Les mensonges et l'hypocrisie habituelle, c'est ça qu'on a eu encore une fois de la part de Mark Carney. J'ai même vu une nouvelle, un site satirique, là, c'était soit The Onion, non, je pense que c'était Beaverton, qui est canadien, parce que Carney faisait référence dans son discours à Davos au fait que le droit international et tout ça, c'était comme mettre dans sa fenêtre un slogan auquel on ne croit pas du tout. Puis la nouvelle de Beaverton, c'était War on Iran, Mark Carney puts back the sign in the window. Il remet... il recommence les mensonges. Mais c'est ça. La première chose qui m'est venue en tête, c'est qu'il est en train de nous donner un exemple de ce qu'il dénonce ou ce qu'il expose dans son propre discours. Ouais, c'est ça. Il nous dit, il a expliqué tout, l'ordre mondial fondé sur des règles, tout ça. On le sait, c'est un peu de la bullshit, on joue le jeu et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ce qu'il dit, il dit l'Iran, grande menace, tout ça. Il sait que tout le monde, ils savent, là, les politiciens bourgeois, les chefs d'État, ils savent qu'en ce moment, c'est qui est la source de déstabilisation. C'est pas l'Iran, tu sais. Mais on joue, on continue, on joue le jeu. Ouais. Mais là, depuis quelques jours, Carney a commencé à changer un tout petit peu son discours. Ouais. Parce qu'il a dit qu'il soutenait l'attaque américaine à regret. Donc, on le soutient, mais c'est pas le fun à soutenir, tu sais, parce que ouais, c'est quand même une violation du droit international. Le droit international s'effondre. C'est pas le fun, mais on soutient les Américains pareil. T'sais. Puis il a même laissé entendre que le Canada pourrait être impliqué militairement. Donc, dans un sens, il commence à dire un peu plus la vérité, mais au bout du compte, il continue de lécher les bottes des États-Unis puis de les suivre dans leurs aventures impérialistes. Puis c'est ça qui compte vraiment, c'est les actions. Puis dans l'action, ou du moins dans leur déclaration dans leur déclaration, le contenu de ces déclarations-là, c'est de soutenir cette offensive, qui est évidemment illégale du point de vue du droit international, même du point de vue du droit américain, en fait. Puis dire, c'est pas le fun, mais on soutient ça, tu sais. Donc, non, complète hypocrisie, encore une fois, tu sais. Ouais. Mais je pense ça l'amène un peu à, plus largement, c'est pas juste le premier ministre, mais c'est au Canada puis au Québec en général, un peu cette espèce de tendance chez les politiciens à dire des choses sans vouloir trop prendre de risques. On soutient à regret. Puis de plus en plus, on l'a vu depuis le 7 octobre, tout ça, on enchaîne des déclarations vides par-dessus déclarations vides, tu sais. L'Iran est une menace, puis après ça. Mais en même temps, on veut que le droit international soit respecté. On a une situation très concrète en ce moment. Les États-Unis, Israël attaquent. T'es-tu pour l'attaque ou t'es contre l'attaque? Est-ce que tu condamnes ou tu condamnes pas? Puis là, on enchaîne des déclarations comme ça. Il y avait la déclaration de Pascal Paradis du Parti québécois, tu sais, qui... ça, c'est un bon exemple, en fait. Ouais, je sais pas si de tu ce veux... que tu décris. Non, vas-y. OK, ouais. Il dit... tu sais, c'est plein de phrases. Solidarité avec les femmes iraniennes, évidemment. Tout ça, mais en même temps, on dénonce pas l'attaque, tu sais. L'école des jeunes filles qui se sont faites bombarder, c'est quoi ça? On est solidaire avec eux autres? Si oui, on dénonce ce qui vient de se passer. Fait que c'est une espèce de déclaration un peu qui dit tout, qui dit n'importe quoi, puis qui dit rien en même temps. Puis on prend pas position, mais en même temps, on prend position. On veut pas prendre position. C'est comme une espèce de jeu de chat et à la souris pour ultimement défendre le statu quo, tu sais. Parce que si tu dénonces pas l'attaque, t'es en train de la sanctionner, tu sais. Puis, tu sais, il parle, ultimement, le destin de l'Iran repose dans les mains
du peuple iranien, conformément aux principes de souveraineté du droit international. OK, mais si t'es pour le droit international puis la souveraineté, dénonce! Cette phrase-là que tu viens de dire devrait mener à la conclusion logique que tu t'opposes à une offensive impérialiste de 2 autres pays, tu sais. Exactement, mais c'est pas ça qu'il fait. On prend cet exemple-là, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir à répétition. On l'a vu avec le Venezuela, on l'a vu à maintes reprises avec le génocide à Gaza. Ouais. C'est des déclarations vides au final qui montrent en fait un peu le cul-de-sac en fait dans laquelle se trouvent bien les politiciens bourgeois. Ils savent pas quoi présenter. Ils veulent pas. Il y a beaucoup de colère contre Trump, mais en même temps, il faut pas qu'on ait l'air d'être contre le régime, tout ça. Ouais. On pourrait en parler longtemps, mais c'est assez typique là. Ultimement, ce qui se cache derrière ces déclarations-là, et évidemment, il y a ce que l'Iran représente pour l'impérialisme occidental en général. Mais aussi, c'est vrai ce que tu dis, c'est le fait qu'au Canada et au Québec en particulier, il y a ce danger d'aliéner Donald Trump dans le cadre des négociations commerciales, dans le cadre de la guerre commerciale en général, que chaque signe d'opposition à Trump peut dire « OK, je vous rajoute des tarifs ». C'est d'ailleurs ce qui se passe avec l'Espagne. Pour ses propres raisons, l'Espagne parle contre la guerre en Iran et tout ça. On n'a pas le temps pour les détails, mais Trump a menacé l'Espagne de cesser tout commerce avec le pays, si j'ai bien vu. Fait que non, il y a ce cynisme-là, puis cette hypocrisie des politiciens québécois et canadiens est due au fait qu'ils sont complètement soumis aux grands frères au Sud, puis qu'ils ne veulent pas s'aliéner Donald Trump. Puis la déclaration de Pascal Paradis, elle est drôle à un autre égard, que pas plus tard que la semaine dernière, les politiciens québécois ont voté une motion comme quoi à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un espace toxique où il y a des mensonges et de la manipulation. C'était Arun Boisy qui avait dit ça. Mais cette déclaration-là est un exemple de mensonge et de manipulation. Qu'est-ce que c'est de la manipulation, sinon de dire « Nous sommes pour le droit international en général, mais donc nous allons construire notre déclaration de manière à ne pas dénoncer une flagrante violation du droit international, qui est l'attaque américaine. Et commençant en dénonçant l'Iran. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est quoi ça, sinon de la manipulation? Non, c'en est rigolo. Mais je pense que ce que ça montre, c'est que avec le speech de Mark Carney, le caractère un peu... le caractère tout nu de l'impérialisme américain, ça ne met pas fin à l'hypocrisie et le cynisme de la diplomatie, t'sais. Et avant tout dans un pays comme le Canada et au Québec, qui est tellement dépendant des Américains, qu'il faut qu'ils ajustent leur diplomatie de manière à ne pas froisser Donald Trump. Et donc, dans un sens, tu vois comment les mensonges, ça fait partie de l'ADN du système capitaliste. Ils ne peuvent pas dire la vérité ou ils ne peuvent pas être complètement honnêtes sur ce qui se passe. Même après que Carney que le chat soit sorti du sac à Davos, il revient dans les pantoufles où est-ce qu'on ment, on juge. Puis c'est vraiment... Puis après ça, on peut comprendre aussi pourquoi bien des gens sont extrêmement cyniques envers les politiciens. Pourquoi beaucoup de gens sont d'accord, je pense, avec Arun Boisy qui dit que l'Assemblée nationale est toxique. Quand tu entends des déclarations comme ça, complètement vides, ça nous montre, en fait, que, essentiellement, l'establishment, c'est le même monde, on joue le jeu, tout ça. Puis pendant ce temps-là, le monde est en train de... à l'autre bout du monde, c'est le chaos qui est en train de s'établir. Oui, absolument. Mais il y a 2 derniers points qu'il faut discuter sur ce segment sur l'Iran. C'est peut-être donner un aperçu de ce qui s'en vient, mais aussi, c'est une chose de dénoncer, de critiquer Trump, Carney, le PQ, tout le monde. Mais il faut expliquer aussi c'est quoi la position des communistes dans ce conflit-là. Donc, je pense qu'on devrait parler un peu de ça pour finir. En termes de conséquences du conflit et de perspective, évidemment, la guerre, il faut le dire, c'est l'équation la plus complexe qui soit. C'est-à-dire, c'est dangereux de s'aventurer dans des prédictions trop précises sur l'issue d'une guerre. Mais il y a quand même, on voit se dessiner un portrait, en fait. Puis un des premiers trucs qu'on voit, c'est les conséquences économiques. C'est-à-dire l'Iran a répliqué, évidemment. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz, où est-ce que 20%... C'est un détroit auquel l'Iran a accès d'un côté.
où passe 20% de la consommation mondiale de pétrole et 25% du gaz naturel liquéfié, GNL, qui transite quotidiennement. Puis déjà, ça a eu un impact énorme sur les marchés financiers, sur le prix du pétrole. Ici, ça a monté de 20 cents juste depuis dimanche. J'ai tanké dimanche, puis depuis, ça a déjà monté de 20 cents. Donc, encore une fois, qui subit les conséquences de guerre impérialiste? C'est la classe ouvrière. En Iran, au Moyen-Orient et en Occident aussi, en fait. Donc ça, c'est une conséquence qui est déjà visible. Et c'est un peu difficile, je pense, à ce statut de voir les répercussions de ça, mais on est juste au début, là. Mm-hmm. Ça va être quoi l'effet prolongé de ça? Ça pourrait être bien pire, ouais. Bien, on sait, quand le prix du gaz augmente, tout augmente après ça. Ouais. Donc, on est juste au début, en fait, j'ai l'impression. Donc, mais c'est clair que déjà là, on voit, en fait, qu'est-ce que les guerres impérialistes amènent. Ça n'amène absolument rien de bon pour la classe ouvrière au Moyen-Orient, mais partout ailleurs. Puis cette guerre-là va pas bien, comme on a dit. Puis ça effectivement, c'est là où c'est difficile de prédire. Mais le régime s'est pas effondré. En fait, le régime était prêt militairement à une décapitation, en fait. Ça faisait partie de leur plan, la possibilité qu'Israël ou les États-Unis tuent leurs dirigeants, en fait. Fait que ça non, ça n'a pas amené de révolution, ça n'a pas amené de soulèvement. Puis ça je me permets une petite prédiction, il n'y aura pas de soulèvement à court terme, là, en pleine guerre, sous une pluie de bombes américaines. C'est pas ça qu'on va avoir. Mais une autre conséquence importante, et surtout si la guerre continue à mal aller, c'est les conséquences sur Donald Trump et le mouvement MAGA. On en a déjà parlé, donc pas besoin de trop répéter, mais la guerre, elle est massivement impopulaire, et Trump était pas supposé faire de guerre éternelle, puis tuer d'autres soldats américains dans des guerres complètement inutiles, en fait. Fait que ça pourrait ultimement être un clou très profond dans le cercueil politique de Donald Trump, qui est très, très bas dans les sondages. Donc ça c'est une conséquence importante qui pourrait sortir de ça. Absolument. Mais là pourrait se jouer, en fait, la présidence de Trump. Puis, bon, il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent, mais au-delà de la politique puis du sort des républicains-démocrates, mais le système est complètement exposé. Puis d'ailleurs, peut-être on l'a pas mentionné, mais Marco Rubio a dit publiquement en conférence de presse que la raison pourquoi les États-Unis sont allés en guerre, c'est parce que c'est Israël qui a dit peu importe ce qui se passe, nous on attaque l'Iran. Ouais. Après ça, ils l'ont nié, mais bon, c'est ça. Après ça, ils l'ont nié. Fait que là, ce que tu vois, c'est que t'as tout ça, puis c'est l'image de les États-Unis tout puissants. Il y a eu le discours de l'Union la semaine passée. On nous présente ça. L'économie n'a jamais été aussi bien. Le Dow Jones est à je sais pas combien de points. Tout va super bien. Là, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis ont été traînés dans une guerre. C'est un sable mouvant. Ils s'enfoncent là-dedans. Les conséquences économiques sont terribles envers une population américaine qui majoritairement ne soutient pas la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les conséquences de ça? Je pense qu'on a à peine commencé à le voir, mais ça montre en fait le cul-de-sac dans lequel se trouve le régime de Trump. Ça, c'est clair. Puis un autre truc que ça révèle, c'est le déclin relatif des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imposer leur volonté partout dans le monde comme ils le pouvaient il y a quelques décennies seulement, en fait. Ça témoigne de ça, le fait qu'ils seront pas capables d'écraser le régime iranien, selon toute vraisemblance. Et aussi que, jusqu'à un certain point, il semble qu'ils se soient fait tirer là-dedans par Israël. C'est-à-dire, Israël est supposé être l'allié des Américains au Moyen-Orient. Ils le sont. Mais c'est qui est le plus fort, normalement? C'est les États-Unis. Mais là, depuis 2 ans, depuis le 7 octobre, Netanyahou n'a pas toujours... Netanyahou et Biden et Trump n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde, en fait. Puis Netanyahou, il pousse pour une guerre régionale contre l'avis des États-Unis. Bon, là, en ce moment, c'est difficile. Il semble que Trump veut cette guerre-là. Mais bref, il y a la pression constante d'Israël à provoquer ses voisins au Moyen-Orient. Puis c'est une source constante d'instabilité, et ce qui n'est pas bon pour les États-Unis, ultimement. Donc, mais tout ça reflète le déclin relatif des Américains. Aussi, le fait que le seul allié fiable des Américains soit Israël, qui est aussi instable, ça en dit long sur le déclin des États-Unis. Même l'Iran, en fait, avant la révolution de 1979, c'était le Shah qui était au pouvoir, le monarque, qui avait été mis au pouvoir par un coup d'État soutenu par les États-Unis. Donc l'Iran était autrefois, il y a 45-50 ans,
un allié des États-Unis. Et c'est pas le cas. Donc, tout ça reflète ce déclin relatif des États-Unis-là. Puis Trump est en train de jouer le rôle d'accélérateur dans ce déclin-là, en fait. Il essaie de, son mouvement MAGA, rendre à l'Amérique sa grandeur. Il est en train de faire l'inverse, en fait. Ouais, je pense que c'est ça qu'on voit, en fait. Puis c'est ce qui se passe en ce moment, c'est le déclin relatif des États-Unis, ça s'exprime par cette guerre impérialiste-là. Ça s'exprime par ça s'exprime par plus de conflits, une intensification, en fait, des conflits impérialistes. Donc, c'est pas seulement ça que ça l'expose, c'est le déclin de l'impérialisme américain, c'est aussi le déclin du capitalisme, en fait. Ouais. Et on n'a pas fini, en fait. On est juste au début de ça. Non. Puis peut-être, en fait, le dernier point, c'est la position des communistes, en fait, qui est résumée par le slogan qu'on a sur notre journal. C'est-à-dire, c'est un aspect de la position. Notre slogan, c'est « Abat l'impérialisme israélo-américain ». Puis je pense que ça exprime la principale tâche des communistes en Occident. C'est-à-dire, les États-Unis, c'est la plus grande force réactionnaire qui a jamais existé dans l'histoire humaine. Puis notre rôle, c'est de dénoncer puis de lutter contre cet impérialisme-là. Et dans ce contexte-là, de s'opposer catégoriquement à cette offensive impérialiste-là contre l'Iran. Puis en fait, une défaite des États-Unis dans ce contexte-là serait progressiste au sens où c'est un coup porté à l'impérialisme américain. Parce que si dans un monde où les Américains réussissent un changement de régime en Iran, ça ne va pas amener la paix, la démocratie, puis l'émancipation pour les femmes iraniennes, en fait. Ça va amener le désastre, la guerre civile, le chaos, comme on a vu en Syrie, en Libye, en Irak. Donc non, en fait, on s'oppose catégoriquement à l'intervention, puis une défaite pour cette intervention-là serait positive dans la lutte contre l'impérialisme, en fait. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Je pense que tu as bien exprimé un peu qu'est-ce qu'il faut regarder. Puis dans ce contexte-là, notre perspective, c'est qu'on on a un soutien inconditionnel à l'Iran. J'ai vu en fin de semaine des commentaires sur les médias sociaux, même des gens dans la gauche, dire « Ah, c'est une bonne chose, il y a un dictateur qui est tombé, un dictateur qui est mort. » Et je pense que c'est vraiment important quand on regarde ça, de voir le portrait dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a, comme tu dis, la plus grande puissance impérialiste, la force la plus réactionnaire, qui... On n'a pas besoin d'imaginer bien loin qu'est-ce qui va se passer. On a juste à regarder les exemples que tu as mentionnés. Qu'est-ce que la guerre en Irak a apporté? On a renversé Saddam Hussein. Qu'est-ce que ça l'a apporté aux masses en Irak et au Moyen-Orient? C'est la misère. Mm-hmm. Et donc là, oui, l'ayatollah est tombé, mais est-ce que ça veut dire que c'était une bonne chose Est-ce qu'on soutient l'intervention américaine? Est-ce qu'on est rendu qu'on fait confiance aux impérialistes? Absolument pas. On peut absolument pas, d'aucune manière, faire une espèce de calcul mathématique de un dictateur en moins, c'est une bonne chose, donc on soutient ça. Mm-hmm. Non, c'est absolument réactionnaire les conséquences que ça va avoir. Puis la question de, mais est-ce qu'on peut soutenir l'Iran dans ce contexte-là? Parce que c'est un régime réactionnaire au pouvoir. Je pense que la position des communistes, c'est que quand t'as un pays qui se fait attaquer sans provocation par la plus grande puissance réactionnaire au monde, c'est absolument pas pertinent de savoir qui est à la tête du gouvernement. Est-ce qu'on va dire aux masses opprimées qui se font tirer dessus « Ah, mais on vous soutiendrait bien, mais on n'est pas d'accord avec votre gouvernement, tu sais. » Mais non, c'est complètement ridicule, tu sais. Fait que c'est une question très, très claire, selon moi, de quel côté on doit se positionner. Puis c'est pas juste les communistes, mais je pense n'importe qui se dit progressiste ou même juste un démocrate conséquent, tu sais, c'est de s'opposer à cet acte complètement antidémocratique-là, d'attaque sur un État pleinement souverain, tu sais. Puis je pense qu'un autre point, c'est dans chaque guerre, on prend pas une position morale, en fait, basée sur le soi-disant bien, le soi-disant mal. Il faut déterminer c'est quoi la caractéristique fondamentale de la guerre, le trait ou les traits dominants de cette guerre-là. Puis le trait fondamental de cette guerre-là, c'est une offensive impérialiste contre un pays opprimé, en fait. Puis c'est ça qui détermine l'attitude des communistes. Effectivement, et pas le régime politique en Iran. Puis l'autre point là-dessus, c'est que
moi, j'accepterai jamais l'argument que des fois on entend les communistes, donc vous êtes des défenseurs des ayatollahs en Iran. T'sais. Non, jamais de la vie. On a participé dans les mouvements, la solidarité avec les masses iraniennes dans les soulèvements révolutionnaires. Mais le point, c'est que c'est aux travailleurs, aux travailleuses, aux femmes d'Iran eux-mêmes de renverser leur régime. C'est pas une tâche qui peut être assistée d'aucune manière par l'impérialisme israélien, canadien, américain en fait. Puis dans la mesure où l'impérialisme intervient, ça nuit à cette lutte-là en fait. Donc non, on n'a aucune sympathie pour le régime des Mollahs, soyons clairs. Mais précisément à cause qu'on veut renverser ce régime-là, à cause qu'on veut l'émancipation des travailleurs, il faut s'opposer à cette offensive impérialiste-là, en fait. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on dit « pas touche à l'Iran ». C'est ça notre slogan. Ouais. Puis on doit absolument lutter contre l'impérialisme américain. Ce qui veut dire aussi ici pour nous, de manière immédiate, c'est lutter contre notre propre impérialisme, impérialiste canadien, complètement complice de tout ça. Ouais. Puis je pense que quand on parle de crime d'une classe dirigeante, il n'y a personne de pire que la classe dirigeante occidentale. Puis je pense que ça nous amène au deuxième sujet aujourd'hui, qui est Epstein, la classe Epstein, la classe dirigeante dépravée, dégueulasse, qui est révélée par les dossiers Epstein. Les dossiers Epstein, c'est le plus gros scandale de l'histoire du capitalisme. Ça peut avoir l'air peut-être d'une déclaration un peu grandiose, un peu exagérée, mais je pense qu'elle est particulièrement... elle est précise et choisie à dessein, en fait. C'est nos camarades américains des Revolutionary Communists of America, je crois qu'ils l'ont utilisé les premiers dans leur article sur les dossiers Epstein. Donc peut-être on pourrait commencer par là. Pourquoi c'est le plus grand scandale de l'histoire du capitalisme? Pourquoi? En fait, j'ai un peu l'impression... C'est peut-être une question évidente, mais bon. Ouais, mais j'ai un peu l'impression que ça me fait penser... J'écoutais la série Tchernobyl récemment, peut-être 3 ans après tout le monde. Puis ça me faisait penser à un peu l'impact d'une explosion nucléaire, où est-ce que t'as la première explosion, mais c'est quoi les conséquences réelles? Tu les vois pas encore? Et ça va prendre du temps avant qu'on voit les vraies conséquences de ça. Puis je pense que c'est ça, les dossiers Epstein, en fait. C'est une bombe qui a été lâchée, mais on est juste au début de ça. On va voir les vraies conséquences. Toute la pourriture du système capitaliste commence à peine à être mise en lumière. Je pense que c'est ça qui arrive avec ça. Mm-hmm. Ouais, puis Jeffrey Epstein, évidemment, ce financier actif aux États-Unis dans les années 90, 2000, 2010, c'est du domaine public depuis longtemps qu'il a été accusé par des dizaines de femmes d'abus sexuels en tout genre. Puis il avait fait de la prison pour ça en 2006, 2007, 2008. Ben, c'était 13 mois en tout, qui était une sentence bonbon. On y reviendra. Donc c'est pas nouveau, en fait. Puis il s'était fait accuser à nouveau. Il a été mis en prison en 2019. Il s'est supposément suicidé. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais bref. Donc c'est connu depuis longtemps qu'il était un abuseur sexuel et qu'il avait des connexions avec toutes sortes de gens riches et puissants. Mais ce qui étonne avec les dossiers Epstein, c'est l'étendue de son réseau. C'est absolument incroyable. C'est toute la classe dirigeante et toutes les tendances politiques sont représentées dans les dossiers Epstein, sauf les communistes. C'est vraiment incroyable. Il y a un article du Financial Times, il disait c'est comme un IRM de l'establishment, une imagerie à résonance magnétique de l'establishment. Puis c'est tout simplement incroyable. Il était au cœur de transactions financières, de discussions avec les gens les plus riches et puissants du monde, et il se tenait avec eux après qu'il ait fait de la prison pour sollicitation de prostitution. Fait que c'est tout simplement incroyable. J'écoutais un podcast, il y avait Vicky Ward qui était interviewée, qui était en fait la première qui avait tenté d'écrire un article sur Epstein en 2003 pour le journal Vanity Fair. Puis elle s'était fait dire essentiellement par son éditeur, sous la pression d'Epstein, de ne pas inclure les accusations contre lui. Mais même elle a dit je suis le dossier Epstein depuis longtemps. Puis même moi, j'étais complètement estomaqué devant l'étendue du réseau de Epstein. Donc c'est ça en particulier qui est nouveau avec les révélations du
des derniers mois, le début des divulgations des dossiers. Et aussi, ce que ça met en lumière, c'est l'étendue de la dissimulation, en fait, du cover-up, comme ils disent en anglais, que tout l'establishment américain est complice de ce qui est probablement le plus gros cover-up de crimes sexuels et crimes financiers, d'ailleurs, de l'histoire du capitalisme. Donc, dans ce sens-là, c'est absolument immense. Puis il faut vraiment qu'on martèle ce point-là. Ça va avoir des conséquences incalculables sur la conscience de classe, la conscience de c'est quoi le système capitaliste, c'est qui nous dirige. On est juste au début de ça. Ouais. Prendre un exemple très concret, en fait, où on peut voir que on n'imagine pas encore les répercussions incalculables à ce stade de tout ça. L'exemple, c'est le prince Andrew, ou le anciennement prince Andrew Mountbatten, qui a été arrêté, je pense que c'est il y a 2 semaines à peu près, ou quelque chose récemment, qui a été arrêté, finalement ils l'ont lâché, mais qui s'est fait arrêter pour ça, abus sexuels et compagnie. On s'entend, le prince Andrew, c'est sûrement celui qui est le plus... où est-ce qu'on entend parler de lui avec les dossiers Epstein depuis ça fait très longtemps. Aussi, ouais, c'est ça. Mais il a été arrêté. Et à moins que je me trompe, ce que j'avais vu, c'est que c'est la première fois qu'un membre de la famille royale britannique se fait arrêter depuis Charles Ier. Depuis la Révolution anglaise, en fait. Wow. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé avec le roi à cette époque-là. Ça a mal fini. À quel point on est dans quelque chose de gros ici, là. Le soutien à la monarchie britannique, le soutien envers les institutions en Grande-Bretagne, je veux dire, c'est la même chose un peu partout, là. C'est en déclin, mais en particulier au Royaume-Uni, c'est assez catastrophique. Puis la monarchie, elle est de plus en plus détestée. Et là, t'as... à quel point la pression est énorme, à quel point c'est énorme ce scandale-là pour que même le roi, Charles, soit obligé de dire « on va laisser la justice suivre son cours », tu sais. C'est le roi du pays, puis c'est lui qui dit qu'il faut laisser la justice suivre son cours. Je pense que c'est parce qu'il y a tellement de pression, puis ils ont comme pas vraiment de choix que d'en faire une espèce d'exemple, puis un peu l'étiqueter comme une... Ah, c'est une pomme pourrie, tu sais. Mais ça va être quoi les répercussions de ça? La monarchie pourrait y passer, le gouvernement pourrait y passer. Au Royaume-Uni, il y a eu des scandales sexuels qui ont mené à des grandes répercussions pour moins que ça. Il y avait l'affaire Profumo. Il en parle dans The Crown, si vous écoutez, là, dans les années 60, où est-ce que c'était un peu le même principe. C'est t'avais un ostéopathe, toujours quelqu'un qui a comme pas rapport, une figure un peu comme là, Jeffrey Epstein, un financier, qui se ramasse dans un réseau de services sexuels ou des trucs comme ça, puis qui a des connexions avec tout l'establishment politique. Mais ça avait fait tomber le gouvernement conservateur à l'époque. Mais là, ce qu'on a, c'est encore pire que ça. Puis je pense que c'est ce genre d'exemple-là qu'on va voir ressortir. Dans d'autres pays aussi, ça va avoir des impacts. Puis surtout aux États-Unis. Là, la liste est longue là, de tous les gens qui sont impliqués là-dedans. On est juste au début. Là. C'est incroyable. Clinton, on le savait depuis longtemps. Mais tu sais, t'as Bill Gates, Richard Branson, qui est un riche capitaliste britannique, Lex Wessner de Victoria's Secret, Steve Bannon, qui fait son pain et son beurre d'être anti-establishment, donc c'est une figure de droite aux États-Unis, du camp MAGA, plus de l'aile beaucoup plus populiste du camp MAGA. Puis Steve Bannon était chumé avec Jeffrey Epstein, il a tenté de le réhabiliter. Il y avait dans un courriel de 2019 quelque chose où Bannon disait « Ouais, tu sais, l'image de riches financiers... » qu'un réseau de prostitution de jeunes filles avec les hommes les plus riches du monde, c'est pas bon pour l'image de personne. C'est quelque chose comme ça, c'est incroyable. Steve Bannon a tourné une entrevue en 2019, 15 heures de vidéo. Ouais, il y a 2 heures qui ont été révélées, qui sont d'ailleurs fascinantes. Oui, j'ai écouté, c'est assez intéressant. Ouais, moi aussi. On en reparle. On en reparlera, mais 15 heures. Et le but, c'était de faire passer Jeffrey Epstein comme cette espèce de grand génie, là, le réhabiliter. À quel point t'es complètement complice de tout ça. Puis t'essaies d'aider ton ami, ultimement. Ça. Ouais, puis t'as Elon Musk aussi là-dedans. T'as quelqu'un de Dubaï qui a une compagnie, je pense, qui est investie dans les ports et tout ça. Il s'appelle... c'est le sultan Ahmed bin Sulayem, qui a envoyé un courriel à Epstein, nous dit « Ah, merci, j'ai beaucoup apprécié la vidéo de torture. » C'est incroyable. T'as Noam Chomsky en train de s'acoquiner avec Steve Bannon sur une photo. C'est incroyable. Chomsky, un soi-disant anarchiste, contre l'establishment et tout ça,
dans ses temps libres, chill avec Steve Bannon puis Jeffrey Epstein. C'est incroyable. Puis bon, Chomsky il a fait un ACV ou quelque chose, il peut pas parler en ce moment, mais sa conjointe a sorti une déclaration qui disait Chomsky était naïf et tout ça. Bullshit. C'était du domaine public qu'Epstein avait été en prison pour prostitution, tu sais. Puis un soi-disant anarchiste, ça coquine pas avec du monde de l'establishment. Ça essaie de le renverser, tu sais. Puis tu vois vraiment que Chomsky, c'était le gauchiste de service dans l'establishment américain, en fait. Mais peut-être... Qui n'a rien à voir avec la révolution, avec l'émancipation des gens ordinaires, tu sais. Ouais, puis je pense le cas de Chomsky, ça pointe vers deux trucs, là. Le premier, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à un certain stade, ces gens-là, l'élite au sommet, à un certain moment, ben la politique, c'est vraiment pas important, en fait. C'est complètement secondaire. C'est secondaire. En fait, ils sont vraiment au-dessus de la politique. C'est vraiment ça que tu vois, c'est que c'est pas important. Puis c'est quelque chose qu'on voit en général, tu sais, on regarde au Québec, tu sais, les politiciens qui changent de parti puis qui n'ont pas de problème à sauter d'un navire puis embarquer dans l'autre. Mais là, on le voit à un autre niveau. Oui, là, c'est ça. Non, t'as raison, c'est pas nouveau. Tu sais, les politiciens se crient après dans le Parlement, puis après ils se serrent la main, ils prennent un verre ensemble, ils vont dans les mêmes parties, tu sais. Mais tu sais, on parle de Noam Chomsky, là. Je veux dire, moi, je me suis radicalisée avec ses livres contre l'impérialisme américain, puis après, il va flirter avec des gens qui représentent l'impérialisme. Ouais. C'est ça. Mais bon, il y a cet exemple-là, mais plus largement, tu sais, ce qu'on voit, c'est tous ces gens qui disent « Ah, mais tu sais, j'étais pas au courant » ou qui se sont fait manipuler, honnêtement, là, c'est complètement ridicule. La réalité, c'est que quand tu recommences à regarder ça, c'était des secrets de polichinelle, là, tout ce que Epstein faisait. Et donc, même s'il était bon charmeur, même s'il était manipulateur, même s'il était un génie, d'ailleurs, j'ai pas l'impression que c'était le cas, mais même, ça reste qu'il se cachait pas de rien. Tout était... le fait qu'il y ait plein de documents, qu'il s'envoyait plein de courriels, tout ça, il y a un réseau énorme, il y avait rien qui était caché. Il y a personne dans tous ces gens-là... qui peuvent plaider l'innocence, surtout quand tu as des échanges avec Epstein après 2008, après qu'il ait été emprisonné, déclaré prédateur sexuel, après ça, tu continues à entretenir des relations. C'est complètement ridicule. Il y a des gens, dans tout ce... On voit qu'il ne reste plus grand-chose pour bien du monde. La seule chose qu'ils peuvent plaider, c'est l'innocence. Puis ça marche pas. Là. Ouais, puis je pense que quand tu as dit ce que Chomsky, ça montre, c'est qu'à un certain niveau de richesse, ces gens-là sont au-dessus de la politique. C'est un point important parce que ça pointe vers ce que ça représente, les dossiers Epstein, les crimes qu'il a commis, puis le fait qu'il avait un réseau tellement vaste des connexions, des amis. Tu sais, dans les courriels, c'est fou, là. Je pense que c'était une membre de la monarchie en Norvège qui est comme, elle dit qu'elle était en amour avec Epstein. Là. C'était son amie. Ah, t'étais la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. C'est incroyable. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est une question de classe ici. Puis les dossiers Epstein vont avoir des répercussions incalculables sur la conscience de classe. C'est-à-dire, il y a eux, puis il y a nous, en fait. Puis ça c'est une conclusion tellement évidente des dossiers Epstein. D'ailleurs, il y avait un podcast, c'était le podcast... Sans limite, je pense. C'est celui que tu parles avec Raphaël Jacob. Oui, c'est ça, c'était Raphaël Jacob, mais je pense que ça s'appelle Sans filtre. Ah, sans filtre, sans limite, sans filtre. Bref, une entrevue avec Raphaël Jacob, qui est un politologue québécois, qui a beaucoup suivi les dossiers Epstein. Puis c'est pas un communiste, là, tu sais, il est même pas tant à gauche que ça, il est très, très libéral, mais il commence l'entrevue, une des premières choses qu'il dit, c'est pas une histoire entre républicains et démocrates, entre gauche et droite, mais entre classes sociales. Puis ça, c'est une conclusion vraiment importante, c'est le pouvoir de l'argent. Puis aussi, Epstein, il s'en prend pas à des femmes riches, là. Du moins, il n'y a rien qui révèle ça. C'est toujours des filles et des femmes de la classe ouvrière, des femmes pauvres, vulnérables. Il leur paye leurs études, il leur donne l'argent, tout ça, puis là, il les embarque dans son enfer. T'sais. Fait que c'est vraiment le mépris, la toute-puissance et le mépris de la classe dirigeante contre les gens ordinaires qui est révélé par les dossiers Epstein. Parce que même si tous les politiciens disent « j'ai rien vu, je suis coupable de rien », ou « oui, je t'ai ami avec, mais j'ai rien à voir avec ces crimes », même s'ils ne sont pas tous directement coupables de crimes sexuels, Bill Gates et autres, ce dont ils sont coupables, c'est qu'ils sont chumés dans ce cercle qui méprise les pauvres.
Puis à tout le moins, ils devaient être au courant, puis ils s'en foutent, parce qu'ils en ont rien à faire du monde ordinaire, en fait. Puis c'est pas pour rien non plus que c'est un nouveau terme qui a fait son apparition dans la dernière période, la classe Epstein, tu sais. Du monde qui identifie ces gens-là, this is the Epstein class. C'est la classe Epstein. C'est du monde qui est pas comme nous, qui est dans une autre classe. Puis c'est ça que ça révèle, en fait. Puis donc, ça va avoir des répercussions en termes de souligner ce que les communistes disent depuis toujours, qu'on vit dans une société de classe. Il y a une classe dirigeante qui, non seulement exploite la classe ouvrière, mais lui fait subir des sévices épouvantables à des jeunes femmes, des jeunes filles, tu sais. Ouais, quand on parlait au début, le plus gros scandale de l'histoire, les conséquences révolutionnaires de ça, le potentiel, on met des noms, on met un mot, on met un visage sur une classe sociale parasitaire, exploitatrice, oppressive. C'est crucial, en fait, dans la conscience des gens. Comment est-ce qu'on peut... Il y a nous, il y a la majorité, puis il y a ce monde-là, là. Tu sais, c'est extrêmement puissant, ce qui est en train de se passer. Ouais. Tu m'as envoyé que c'est rendu un terme dans Wikipédia, là, la Epstein class. Là. Et je pense qu'on va utiliser ça constamment. Quand on parle le 1%, ça sera plus juste le 1%. Là, on va mettre une qualité, là, on va mettre un visage sur ça. T'sais. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu regardes les révélations des dossiers Epstein, puis il y a des courriels là-dedans, c'est épouvantable ce qui est dit dans ces courriels-là. Puis je pense que ça vaut la peine, honnêtement, ça vaut la peine que les gens aillent lire ça. Ce que je veux dire par là, c'est les dossiers révèlent c'est qui nous dirige. Prenons pleinement acte de cette classe-là de gens qui nous fait la morale sur faut respecter le droit international, faut respecter le droit, faut pas faire de grève illégale, faut pas voler, faut payer ses impôts. Regardez comment eux, ils se comportent. Puis je pense que c'est vraiment important de pleinement assimiler ça, en fait. Parce que c'est ça que ça révèle l'affaire Epstein. Puis ça, c'était su avant les dossiers des derniers mois. Mais il y a deux systèmes de justice. Il y a la justice pour les riches, puis la justice pour les pauvres. Puis j'ai écouté cette semaine, pour la première fois, Filthy Rich, qui est sur Netflix. C'est un documentaire en 4 épisodes sur Epstein. Ça a été fait en 2020, donc pas longtemps après sa mort. Puis ça interview, c'est surtout centré sur les victimes, en fait. C'est un angle intéressant. Ça interview Virginia Giuffre puis d'autres. Puis c'est vraiment incroyable. Puis ça fait le récit de son arrestation. Pas de son arrestation, en fait, de son emprisonnement. Puis c'est tout simplement renversant, en fait. Qu'il a eu le deal le plus complaisant. Tous les avocats qui sont interviewés, les avocats qui défendaient les victimes, sont comme « j'ai jamais vu ça dans ma carrière ». C'était un deal entre le procureur général des États-Unis, Alex Acosta, et l'équipe de Epstein, qu'il allait faire 18 mois en prison. Puis c'était en prison entre gros guillemets, parce que 12 heures par jour, il pouvait sortir de la prison. C'était pas de la prison. Il allait coucher à l'hôtel. Puis moi, l'histoire qui m'a arraché le cœur, c'est une de ses victimes, en fait, qui évidemment, à cause du traumatisme qu'elle a subi, elle est tombée dans la drogue, elle est tombée dans des problèmes sociaux, puis elle-même, elle a fait de la prison, de la vraie prison. T'sais. Fait que c'est là que tu vois, il y a deux systèmes de justice sous le capitalisme. Il y a celle des riches puis celle des pauvres. Les riches se payent un billet sortie de prison gratuitement. T'sais. Puis c'était littéralement ça, Epstein. Il a fait 13 mois en prison, entre gros guillemets. Puis après ça, d'ailleurs, il avait une période de probation, puis ça raconte dans Filthy Rich. T'sais, il était supposé... il y avait comme comment t'appelles ça? Un agent de probation, en tout cas quelqu'un qui s'assure qu'il respecte sa probation. Il la respectait jamais. Il se déplaçait autant qu'il voulait. Il allait parler à son avocat, il allait faire des choses. Puis les victimes avaient engagé un détective privé pour surveiller ça, puis ça se fait tout le temps pour toutes sortes de raisons. Puis le détective disait aux agents de probation, « Ouais, vous voyez pas qu'Epstein, il la respecte jamais? » Puis il répond, « Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est riche, on peut rien faire. » C'est ça, en fait, il n'y a pas de justice sous le capitalisme quand les riches sont coupables de quelque chose. C'est incroyable. Puis sur l'entente, en fait, en 2008, l'entente qui a été négociée là, avec le procureur, tout ça, c'est incroyable. Il y a une clause qui inclut aussi que après que le gouvernement ne peut pas poursuivre Jeffrey Epstein après ça pour quoi que ce soit qui aurait fait relier à ça. Pour ses actes passés et futurs et tous ceux de ses co-conspirateurs potentiels.
Exactement. Incroyable. Co-conspirateur potentiel. Ça veut dire quoi, ça? Essentiellement, c'est qu'on dit, c'est un billet, c'est un laissez-passer pour faire ce que vous voulez, pour continuer. C'est ça, la justice pour les riches. Ouais. C'est vraiment ça. C'est dégueulasse. Parce que tu vois, c'est quoi? C'est pas... des fois, on dit ça souvent. Ah, ben oui, les riches, tu sais, un système de justice à 2 vitesses. Mais c'est extrêmement concret. C'est des victimes après ça. C'est des femmes, c'est des gens qui ont souffert à cause de ça. À cause qu'il a récidivé, à cause de tout son réseau. C'est ça dont on parle. C'est la vie concrète des travailleurs américains. C'est la vie concrète de gens ordinaires qui est affectée par ça. Et il n'y aura pas de conséquences pour ces gens-là. Ouais. C'est ça la justice ou le capitalisme. Oui, puis aussi, un autre point, c'est... On a souvent entendu toutes sortes de théories du complot dans les dernières années, les dernières décennies, sur une élite dépravée qui sont sataniques et tout ça. Sérieusement, tu regardes les dossiers Epstein, puis les théories du complot étaient vraiment proches de la vérité, en fait. parce que c'est ça, c'est une élite dépravée, où tout le monde est au courant, qui se passe les pires affaires, puis qui domine la société, en fait. Mais t'as pas besoin d'une théorie du complot, en fait, pour illustrer qu'il y a une classe dirigeante, une classe qui possède l'économie, qui possède les moyens de production, qui possède les banques. Puis évidemment, avec un pouvoir aussi absolu, vient une certaine morale puis une certaine mentalité, en fait, que je suis au-dessus de la loi, je peux faire ce que je veux, puis je peux m'en tirer. Puis c'est ça la mentalité des riches en général, en fait. Parce qu'il y a d'autres cas. Epstein, c'est le cas le plus grotesque duquel on est au courant. À ce jour, oui, j'allais dire qu'on sait. Là. Parce que l'autre affaire, c'est que c'est la pointe de l'iceberg, toute cette histoire-là. Epstein lui-même, là, c'est-à-dire les dossiers sont massivement caviardés. Il y a des millions de dossiers qui n'ont pas été révélés. Mais il y en a d'autres, tu sais. Harvey Weinstein, notre propre Gilbert Rozon, tu sais. Ben, parlant de justice, hein, lui aussi, il avait été retrouvé coupable dans les années 90. Ouais. On lui avait donné l'absolution inconditionnelle parce que le juge avait dit « Ah, mais c'est un homme d'affaires, si on lui donne un casier criminel, il ne pourra pas faire des affaires aux États-Unis. » Pauvre monsieur, tu sais. Puis regardez aujourd'hui, c'est quoi les conséquences de ça. Ouais. On s'entend que c'est on peut, à moindre échelle, mais comparé au dossier Epstein, mais c'est le même pattern qu'on voit se répercuter. Puis Weinstein aussi. Puis, tu sais, Weinstein aussi, c'était de connaissance, tu sais, tout le monde le savait, tout le monde sait ces trucs-là. Il y a cette culture-là aussi, à un certain point, dans le monde des ultra-riches, là, où est-ce que... c'est des... Ouais, il y a des affaires qui se passent, mais c'est pas important. On veut pas que ça défasse nos affaires, puis on continue. Là. Ouais. C'est ça, cette culture-là aussi. Là. Ouais, non, exactement. Puis peut-être juste un dernier point sur la question de la classe dirigeante, de ce monde-là qui est au-dessus de la politique. Puis ça, c'est vrai, parce qu'il y a des démocrates, il y a des républicains, il y a un socialiste français, je crois, qui était dans les dossiers. Il y a des gens d'à peu près toutes les tendances politiques, Noam Chomsky, Steve Bannon, qui font leur apparition dans les dossiers Epstein ou sur les photos et tout ça, sauf les communistes. Mais il y avait un article vraiment intéressant qui faisait ce point-là sur le caractère de la classe dirigeante qui est révélé par les dossiers Epstein. C'est un article du journal britannique The Guardian. L'article, je vais le dire en anglais, on pourra le mettre dans les notes de l'épisode. Ça s'appelle « The Epstein Files reveal that a vast global conspiracy actually exists, sort of ». Donc, traduction sur le tas. Les dossiers Epstein révèlent qu'une vaste conspiration mondiale existe dans les faits, en quelque sorte. Puis là, l'article dit, je vais le citer parce que ça vaut la peine, il dit, l'auteur dit « Au-delà d'un certain niveau de richesse ou de renommée, il semblerait que les différences idéologiques et autres soient supplantées par des formes bien plus motivantes d'intérêt personnel des élites. La lecture de ces dossiers permet de réaliser que la solidarité de classe est bien réelle, mais pas au sein de la classe où les marxistes espèrent la trouver. » Là, ça dit « Il n'est pas déraisonnable que bon nombre de ces mêmes Américains se soient demandé sur des forums, dans des publications de réseaux sociaux, si la fortune de Epstein avait été réalisée grâce au chantage sexuel sur d'autres membres de l'élite. » Et puis là, ça dit « C'est une hypothèse qui reste plausible, mais elle ignore l'explication plus simple et à certains égards plus scandaleuse. Le chantage n'était peut-être pas nécessaire. » Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a ces rumeurs-là que Epstein faisait chanter ses acolytes et tout ça, mais tu lis les courriels, ça sonne pas comme du monde qui se font faire chanter. Ils sont pleinement willing, tu sais. Ils sont pleinement willing d'être l'ami de Epstein. Ils n'ont pas besoin de se faire prier, en fait, tu sais.
Fait qu'il y en a peut-être qui se faisaient chanter, mais la plupart, ils sont amis, ils le savent, puis ils apprécient le Epstein, ils apprécient sa présence ou ses conseils financiers, tout ça. Des fois, incroyable. Les révélations de ça, c'est dégueulasse, mais on dirait quasiment qu'il rajoute quelque chose de pire ou une couche de plus. C'est le fait que c'est comme si c'était pas grave. T'sais. C'est pas juste qu'il savait. Ouais. C'est pas juste ça, c'est comme si c'était rien. C'était complètement secondaire. C'était secondaire, c'était ah ouais. Puis tu sais, ben il était weird, il faisait ses trucs, tu sais. Mais il y a vraiment cet aspect de plus, là. C'est pas seulement ce qui a été fait, c'est la mentalité de ces gens-là, je pense, qui révèle beaucoup, en fait, sur la conscience, comment réfléchissent les gens qui sont au top, au sommet, qui sont tout-puissants. T'sais. Mais je pense que c'est un bon pont vers un autre sujet qui est relié. C'est la question, si on veut plus large, de la morale. T'sais. Pourquoi des gens commettent de telles atrocités? C'est parce que je pense pour beaucoup de gens ordinaires, c'est comme... Ce que Epstein a fait, c'est juste complètement inconcevable. T'sais. Parce que c'est pas à la portée de personne d'avoir une île privée, d'avoir un jet privé, d'avoir autant de cash, puis autant de moyens de faire chanter ou d'acheter des services sexuels et tout ça. Fait que c'est complètement sur... ça n'a rien à voir avec notre monde, en fait. T'sais. Fait que c'est une question plus large. Tu me disais que c'est quoi? C'est quelqu'un dans ta famille qui disait, mais comment ils peuvent se croire tout permis de faire ça, tu sais? Fait que c'est une question plus large sur la question de la morale bourgeoise, en fait. Je sais que tu connais beaucoup le sujet. Tu as écrit un article là-dessus récemment pour notre journal théorique. Donc, je sais pas si tu veux parler un peu de ce sujet-là. Ouais, c'est très vaste en soi, là. Oui, c'est très vaste, mais tu sais, le premier point qui saute aux yeux, c'est l'hypocrisie. Je pense c'est évident. On a pense à la classe dirigeante américaine qui prête serment sur la Bible, qui nous parle de la famille, des valeurs, de blablabla. C'est tout du monde qui font de la philanthropie, de la charité. Oui, c'est ça, des organismes de il y avait un membre du comité du prix Nobel, en fait, un politicien norvégien qui apparemment a fait une tentative de suicide. Récemment, il s'est ramassé à l'hôpital après les révélations des dossiers Epstein. Bref, un gars qui était sur un prix Nobel, qui était bien chumé. Oui, c'est ça. Donc, c'était sur le comité du prix Nobel. L'image qu'il nous présente. Puis c'est tout. Puis d'ailleurs, Jeffrey Epstein présentait comme une bonne personne. Il était gentil. Puis souvent, t'as vraiment cette image-là d'une classe dirigeante qui se présente comme un exemple de vertu morale et qui prêche la vertu morale, qui nous disent de pas voler, de pas faire de la violence, d'avoir un comportement irréprochable, qui impose des normes sociales, des normes morales, et qui, de l'autre côté, font exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Ils continuent à sourire en public. C'est le visage de l'hypocrisie, c'est le sourire de l'hypocrisie. On parle de l'Iran, on le voit. C'était ça dont on vient parler. Mais là, tu le vois encore plus personnifié, on dirait. Fait que c'est comme toute l'hypocrisie de la société capitaliste, de la classe dirigeante, tu sais. Puis tu sais, ils vont faire beaucoup c'est un truc au Québec, là, qu'on voit beaucoup, le human interest. Puis tu sais, de présenter les politiciens, les hommes d'affaires comme des bonnes personnes, puis d'aller un peu dans l'anecdotique, tu sais. Puis qu'est-ce qui se cache derrière ça, tu sais? C'est ça qu'on voit. Fait, je pense, d'un point de vue moral, ce que ça l'expose, c'est la morale de la classe dirigeante, la vraie morale, pas celle qui prêche, celle qui demande aux travailleurs de respecter, mais celle qui respectent eux, en fait. Puis ouais, c'est ça, je pense que c'est mes parents qui disaient, mais voyons, comment ça se fait? Comment ces gens-là peuvent penser? Comment ils peuvent faire ce genre de choses-là? Je pense qu'il y a un niveau même où c'est pas simplement qu'on dit, ah, mais c'est immoral ce qu'ils font, mais c'est quasiment, mais comment des gens peuvent faire ça? On dirait pas que c'est des humains comme monsieur, madame, tout le monde. On dirait qu'ils sont sur une autre planète. Et je pense que c'est à ce niveau-là où l'impact que ça va avoir, ça, de vraiment montrer c'est quoi cette classe dirigeante-là, à quel point ils sont déconnectés de nous. Puis, tu sais, la plupart des gens cherchent à être des bonnes personnes, à faire sa part pour l'environnement, faire sa part pour aider les gens, d'essayer de... Tu sais, on a une conscience, on cherche à bien agir, à faire du bien autour de nous. Tout le monde fait sa part. Et là, t'as ces gens-là. Tout le monde fait sa part au niveau économique. On paye nos impôts, on fait ci, on fait ça, on va travailler. Eux, ils font pas ça. eux, ils s'accaparent le pactole. Puis en plus, au niveau moral non plus, ils font pas leur part. Ils sont complètement dépravés.
ça nous montre qu'il y a leur morale, il y a la nôtre. Un peu comme Trotsky disait, leur morale est la nôtre. Puis ça l'expose tout, en fait, la cassure complète entre la classe dirigeante puis le reste de la société. Parce que sous le capitalisme, les financiers, les banquiers, le riche, pas le 1%, là, mais le 0,1%, tu sais, ils vivent de l'exploitation du monde ordinaire, de l'exploitation des travailleurs, des travailleuses, qui construisent tout ce qu'on a dans la société, qui soignent les malades, qui enseignent aux enfants, qui distribuent les services. Puis ce monde-là, Jeffrey Epstein, il fait rien, au sens, c'est un financier, il joue à la bourse, il donne des conseils. D'ailleurs, ça fait partie du scandale aussi, c'est-à-dire ses relations, par exemple, avec Peter Mandelson, qui était un membre du gouvernement travailliste britannique dans les années 2000, où il a comme tiré les ficelles pour avoir... C'est quoi? Il a reçu des infos de Mandelson, des infos secrètes pour négocier une quelconque entente financière. En fait, ouais, c'était pour je pense que c'était pour une nouvelle loi qui allait augmenter les impôts, ou changer la façon d'imposer les entreprises. Oui, exact. Et donc là, Mandelson, dans le dos de son propre gouvernement, avec Epstein, fait pression sur, je pense, le PDG de JP Morgan ou quelque chose comme ça, pour faire pression sur le gouvernement. Fait que c'est pas juste le scandale sexuel, mais c'est aussi toutes ces manigances-là. Les manigances financières. Financières, c'est ça aussi. Mais donc, une classe qui vit sur le dos de l'oppression, de l'exploitation du monde ordinaire va finir par ne pas considérer ces gens-là comme leurs égaux, en fait. Fait que cette morale, ce fait que pour Epstein et sa gang, ça semble tellement normal puis seconde nature d'exploiter des jeunes femmes de la classe ouvrière, ça tire sa racine de leur position de classe, en fait, qui ne considèrent pas ce monde-là comme des égaux, tu sais. Fait que c'est leur caractère grotesque, dégueulasse, découle de leur position de classe, en fait. Puis on a un très bon article là-dessus dans la récente édition du journal, écrit par Daniel Morley. Ça s'appelle « Jeffrey Epstein et la psychologie de la décadence bourgeoise ». J'invite vraiment tout le monde à lire cet article-là. Puis moi, il y a un point qui m'a beaucoup marqué dans cet article-là, il fait le point que quand tu observes la classe dirigeante, il y a quelque chose d'un peu troublant parce que c'est pas toutes des deux de pique, des idiots, ou du moins ils sont pas méchants, ils sont gentils entre eux, ils sont polis, des bons pères de famille, des gens appréciés dans leur entourage, tu sais. Fait que c'est pas juste des gens qui s'aliènent tous leurs amis, puis toute leur famille, tout ça, c'est du monde poli, affable, qui aime leur famille et tout. Et pourtant, leur position de classe les amène à faire des dégueulasseries comme on a vu comme ça, tu sais. Mais ça découle, c'est ça, de leur position de classe. Puis l'autre point, c'est que ça révèle aussi l'arrogance, une arrogance de classe, en fait, qu'ils sentent qu'ils sont intouchables, en fait. Puis c'est pas un hasard si Epstein était particulièrement actif, ou du moins que le phénomène Epstein date des années 90-2000. Parce qu'à l'échelle de l'histoire, tu regardes les années 90-2000, c'était la victoire du capitalisme. L'Union soviétique venait d'être renversée, le communisme s'était soi-disant autodétruit, le capitalisme avait vaincu la démocratie libérale. Fait que c'était... jamais la classe dirigeante américaine, en particulier, avait été aussi confiante et arrogante, en fait, au-dessus de ses affaires. Fait qu'après, c'est pas surprenant que ça se reflète dans un comportement dépravé comme ça, en fait. Ils savaient, ou du moins ils pensaient, qu'ils étaient intouchables. Puis ils l'étaient, en fait. Ils sont encore. Personne n'a été inculpé pour quoi que ce soit, à part Ghislaine Maxwell qui est en prison. Ouais. D'ailleurs, c'est la même chose, c'est pas vraiment une prison. C'est plus un country club, avec les gardiens de prison qui sont ses servants. Mais à part Andrew Mountbatten et Peter Mandelson qui viennent tout juste d'être arrêtés, puis pas pour les trucs sexuels d'ailleurs, il n'y a personne qui a subi la justice à cause de ça. Fait que, non, ils sont au-dessus de la loi, mais c'est ça, ce que ça reflète, c'est ça, leur arrogance de classe, en fait. Oui, puis c'est par-dessus ça, on voit vraiment la décadence du capitalisme à travers ça aussi. C'est l'arrogance, l'opulence aussi. C'est tout ça qu'on voit. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Le capitalisme en déclin nous montre ou expose et accentue cette pourriture morale. On a vu ça à d'autres moments dans l'histoire. La chute de l'Empire romain, on avait ça aussi. On avait l'opulence, l'exubérance morale ou l'espèce de déconnexion complète, encore plus grande de la classe dirigeante et du reste de la population.
on peut penser à la fin du Moyen Âge, c'est Luther qui cogne qui pose ses 95 thèses contre l'Église. Mais c'était ça qu'il dénonçait, c'était la pourriture morale, en fait. C'était l'hypocrisie de la classe dirigeante de l'époque, qui se pensait au-dessus de tout, qui est arrivée à un point où elle est au-delà des lois des hommes et tout ça. On voit des patterns comme ça dans l'histoire. Et ce qui se passe en ce moment, c'est... quelqu'un peut dire, ouais, c'est quand même anecdotique on parle pas des grandes tendances, des lois du capitalisme, on parle pas de mode de production, mais on parle d'un système qui arrive à un certain point où tout son appareil politique, étatique, moral est en train de s'effondrer, puis amène toute cette pourriture-là. Le dossier Epstein, c'est un symptôme aussi de la décadence du système capitaliste. Ouais, puis c'est aussi la psychologie du parasite, en fait. Puis c'est ça que la classe capitaliste est devenue. Ils ont tellement d'argent, surtout les financiers, les banquiers et tout ça. Puis Epstein lui-même, son rôle, c'était gérer l'argent des super riches, sans prendre une cote pour lui-même. Il avait tellement d'argent, c'est acheter une île privée, tout ça. Mais ces gens-là sont complètement parasitaires. Ils produisent rien. Mais après, ils sont remplis de cash. Puis, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, ils commettent les pires atrocités imaginables. Fait que c'est... En même temps, puis Epstein, ce que tu vois aussi dans sa psychologie, dans ce qu'il dit, dans ses courriels, ce qu'il dit de lui-même, il se voit vraiment comme un surhomme, tu sais. c'est complètement fou. Mais c'est comme de compenser le parasitisme de cette classe-là par le fait de se convaincre qu'ils sont au top de la société parce qu'ils sont les meilleurs, les plus intelligents. Il y a beaucoup de racisme aussi dans ses commentaires, aussi dans certains courriels. Puis ça se reflète après ça dans le fait qu'ils utilisent leur argent pour commettre ces crimes-là. T'sais. Fait que c'est vraiment la psychologie puis le comportement d'une classe dirigeante en déclin, en fait, qui joue plus de rôle pour avancer la société. T'sais. Puis je pense que ça amène un autre point aussi. Des fois, en tant que... Dans le mouvement, les communistes, le PCR, on a souvent ce débat-là sous différentes formes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut réformer le capitalisme? Est-ce que c'est possible de réformer, de faire des gains, de gagner certaines avancées pour la classe ouvrière? Ou est-ce qu'il faut plutôt, oui, lutter pour des améliorations, mais ultimement renverser le système capitaliste? Et c'est souvent comme exprimé dans la formule réforme ou révolution. T'sais. Est-ce qu'on accepte de lutter pour réformer le capitalisme ou on lutte pour le renverser? T'sais? Puis je pense que des fois l'argument, c'est une question qui est très importante, légitime. Il faut être capable de répondre à ça. Tout le monde veut que la vie s'améliore sous le système capitaliste. Mais un cas comme Epstein, c'est tellement évident. Quel genre de réforme pourrait détruire ce phénomène-là? T'sais? Des riches, pleins de cash, qui ont les meilleurs avocats du monde, qui peuvent dissimuler les pires crimes pendant des années, des décennies. Tu peux pas réformer ça, en fait. Il y a un point, c'est la classe, ce qu'ils appellent la classe Epstein. Ce qu'on appelle la classe Epstein, c'est la classe dirigeante, en fait. C'est les plus puissants du monde. Puis ce monde-là, ils vont pas se mettre en prison eux-mêmes. T'sais. C'est eux qui ont orchestré la plus grosse dissimulation de l'histoire du capitalisme. C'est pas eux qui vont se mettre en prison. T'sais. Non. C'est les seuls qui... La seule manière par laquelle ils peuvent être jugés, c'est si on les met sur le tribunal de la classe ouvrière. Ouais. Et ça n'arrivera pas sous le capitalisme. Ça n'arrivera pas. Qui contrôle le système de justice, qui contrôle tout, qui contrôle les médias, qui contrôle le système au grand complet, c'est cette classe-là. Ça va pas arriver. Puis même, encore là, tu sais, ils pourraient mettre le prince Andrew en prison, ils pourraient en mettre quelques-uns en prison. Ouais, il y aura peut-être des boucs émissaires, c'est vrai. Possiblement, tu sais, mais quoique, encore là, on ne sait pas, mais ça reste que ça va pas changer le problème profond. C'est à la base de ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Tout ça, c'est la psychologie de la classe dirigeante. Tout ça, ça montre la décrépitude du capitalisme. Puis tant que le système va rester en place, ces trucs-là vont continuer. Puis peut-être, d'ailleurs, j'aimerais mentionner un truc, et je pense qu'il est bien important, c'est qu'on parle d'Epstein, on parle de tout ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on sait du dossier? On sait rien, en fait. On sait des bribes de ça. Ouais. C'est quoi? Il y a encore plein... C'est la pointe de l'iceberg, en fait. C'est la pointe de l'iceberg. Premièrement, les documents ont pas tous été relâchés. Il y a encore je pense, peut-être une affaire comme des 4 millions, quelque chose comme ça, de documents qui n'ont pas été relâchés.
Et ça, c'est parmi les choses qu'on a trouvées. Pas mal sûr qu'Epstein cachait des dossiers ailleurs. Il y a plein de trucs. Fait que juste là-dessus, on n'a pas tous les dossiers. Puis sur ce qu'on a, ben, c'est un peu la blague que quand c'est sorti, je pense que c'est dans le temps des fêtes, on voyait plein de vidéos sur Internet des gens qui étaient comme, bon, enfin les dossiers Epstein, puis là, t'ouvres, puis c'est noir tellement c'est cavardé. Et d'ailleurs, il semble qu'on a pris vraiment le soin de cavarder des informations compromettantes pour des potentiels complices, mais il y a des noms des victimes, il y a des photos de victimes. Ça, par exemple, on n'a pas fait attention avec ça, tu sais. Fait que ce que tu vois, c'est qu'il y a eu un énorme travail pour cacher les choses. Juste dans le dossier Epstein, on ne sait pas encore grand-chose. C'est d'un scandale. Le scandale, c'est, à bien des égards, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait pas. Et donc, ça pose la question, OK, mais ça, c'est le dossier Epstein. Des Epstein, il y en a-tu dans le monde? Il doit en avoir un peu partout. Chaque pays doit avoir des situations comme ça. Peut-être connecté avec Epstein, mais il y a peut-être plein de choses comme ça qu'on ne sait pas encore. Parce que ça nous pointe, c'est vers le fait qu'on ne sait pas encore grand-chose. Et pourquoi je mentionne ça, c'est que comment tu veux réformer tout ça? Il y a des gens qui volontairement nous cachent les informations. On voit juste la pointe de l'iceberg. Il n'y a rien à faire, en fait. Ça va pas prendre quelques changements. Ouais. C'est complètement systématique, ce qu'on voit. Puis je pense qu'il y a une autre conclusion importante que tous les travailleurs, tout le monde doit retenir de ça, de plus jamais faire confiance à quoi que ce soit que tous ces gens-là disent sur n'importe quel sujet. Tous ces gens-là qui ont des charités, qui prêchent la vertu, tout ça, comme tu disais tantôt, étaient les pires criminels ou l'ami d'un des pires criminels de l'histoire américaine. On ne peut plus jamais faire confiance à la classe dirigeante, en fait. Ils n'ont aucune leçon à donner à quiconque sur quoi que ce soit. T'sais. Ça, je pense que c'est bien important. Puis aussi, un autre point relié à ça, c'est que, je dis ça, mais c'est déjà le cas que beaucoup de gens ne font pas confiance à la classe dirigeante. Puis la preuve, c'est la révélation des dossiers Epstein eux-mêmes. Exact. Parce que ça, c'est pas le genre de choses qui arrivent souvent, tu sais. Mais il y avait tellement anguille sous roche, il y avait tellement le sentiment que la classe dirigeante américaine cachait quelque chose, que Donald Trump a été forcé de surfer la vague, de promettre de révéler les dossiers, parce que personne ne fait confiance au FBI, personne ne fait confiance au système de justice. Il dit non, on veut voir les dossiers nous-mêmes. Puis Trump surfe la vague. C'est probablement une des pires erreurs de sa carrière. Mais il n'y avait pas le choix, en fait, ça faisait partie de son aura populiste. Puis là, il a été forcé de... Puis après ça, il a tergiversé. Il dit « Ah non, les dossiers Epstein, de quoi vous parlez? Arrêtez de parler de ça. » Mais il était trop tard. Sa base était enflammée. Puis ils ont été forcés de voter au Congrès le Epstein Transparency Act qui ont été révélés. Fait que dans un sens, la sortie des dossiers elle-même, c'est la plus grande preuve du rejet de l'establishment puis des institutions imaginables. T'sais. Exactement. Puis il y avait même un article dans le New York Times qui s'appelait « Les dossiers Epstein n'auraient jamais dû être révélés. » Puis ce que le dude, il disait ah ouais, mais c'est... Tu sais, normalement, on ferait confiance aux institutions de faire le tri, tu sais, de choisir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais là, le monde ne fait plus confiance au système. C'est incroyable, tu sais, que la classe dirigeante elle-même est tellement décrépite, tellement stupide, tellement détestée, qu'un de leurs membres les plus proéminents, Donald Trump, a permis la révélation des dossiers Epstein. C'est fascinant. Non, c'est... Comme dirait Charles Tisser. Oui, fascinant. Non, mais c'est vraiment fascinant parce que... puis même, on peut dire, le Trumpisme, c'est quoi? Trump a surfé sur la vague de la perte complète de confiance dans l'establishment, envers les médias, envers les grandes institutions, envers le système juridique, envers tout ça. Trump arrive au pouvoir et se sert de ça pour gagner. Et ensuite, ça se retourne contre lui. T'sais. Fait que c'est vraiment, c'est à la fois, on peut voir, c'est un symptôme, en fait, la révélation des dossiers Epstein, c'est un symptôme d'un système en crise où les gens ordinaires ont de moins en moins confiance dans le système. Puis là, avec ça, tout nous prouve, en fait, qu'ils avaient des bons instincts de ne plus faire confiance dans les institutions. Et ça va continuer. Puis je pense, tu disais, ça nous montre qu'on peut absolument pas faire confiance à ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui nous disent que la guerre en Iran, qui nous mentent, en fait, sur la guerre en Iran. Ils font des leçons de démocratie, de droits humains, tout ça. Exactement. Donc, l'attitude que ça va créer, que c'est en train de créer dans la tête des gens, ça
ça va pas être juste sur les questions de moralité, mais ça va être sur tous les enjeux, en fait. Tous les enjeux, là, ICE, hein, qui est supposé aller réprimer les terroristes qui veulent blablabla, bla, tout ça, bullshit. Combien de gens vont dire c'est de la bullshit? Tout ce qu'ils nous disent, on peut plus leur faire confiance. Puis ils ont raison de dire ça. Puis je pense que ça nous pointe vers où ça s'en va, tout ça. Puis derrière tout ça, c'est la culture du mensonge. La culture du mensonge de la classe dirigeante. Ils mentent surtout constamment. Ils mentent surtout, puis je pense, quand on dit, tu sais, c'est quoi le rôle des révolutionnaires, le rôle des communistes dans tout ça, tu sais, on dit souvent, on veut essayer de jouer le rôle de ramener la mémoire de la classe ouvrière, on veut exposer la classe dirigeante, puis au final, ce qu'on essaie de faire, c'est de présenter la vérité, tu sais. Puis exposer la vérité dans cette ère, c'est un acte profondément révolutionnaire. Montrer le visage, le vrai visage du capitalisme, le vrai visage de ce système-là, c'est l'exposer au grand jour pour une masse de gens. Puis ça donne une arme, en fait, dans les mains de la classe ouvrière. T'sais. Fait que notre podcast, c'est Parti pris. Parti pris, ça veut dire on prend le parti de la classe ouvrière, puis on veut tout faire pour exposer la vérité de ça. Puis je pense que les dossiers Epstein, ça fait un grand pas dans cette direction-là. Ouais, puis les dossiers, je veux dire, il y en a tellement, c'est beaucoup à absorber pour les gens ordinaires, je pense, pour tout le monde. Puis moi aussi, je me suis senti comme ça en lisant. C'est incroyable le niveau de dégueulasserie qu'il y a là-dedans. Tu sais, c'en est complètement fou, tu sais. Mais je me suis trouvé à lire ça puis à trouver ça important, tu sais, parce que oui, ça joue un rôle de vraiment comprendre profondément c'est à qui on a affaire. Tu sais, c'est qui est au top de la société, qui nous donne des leçons puis qui nous exploite, tu sais. Puis c'est juste le début, ça on l'a déjà dit. Puis je vais peut-être finir en citant un article du Financial Times, qui est un des journaux de la bourgeoisie britannique. Fait qu'on ne peut pas les soupçonner de sympathie communiste. Puis ils disent la chose suivante, ils disent « Les dossiers Epstein, ça c'est ma traduction maison, les dossiers Epstein offrent à l'Amérique tout sauf une conclusion, closure, qu'ils disent en anglais. Il constitue le dernier épisode d'un scandale devenu un leitmotiv de notre époque. Et pas seulement parce que la moitié des documents restent non dévoilés. Là, ça dit « Un Lénine ou un Mussolini en herbe pourrait y voir un combustible prêt à embraser le système. » Bon, passons pour l'adéquation Lénine et Mussolini, ça c'est complètement faux. Mais après ça dit partant du principe que la politique découle de la culture, bon, bizarre, l'indignation morale actuelle ne fera qu'éroder davantage la confiance dans la démocratie américaine. Comment se débarrasser des corrompus s'ils gangrènent tout le système? T'sais? Fait que le point sur Lénine, il est intéressant, c'est de dire que les dossiers Epstein peuvent être l'étincelle d'une révolution. Ça ne se passera pas demain matin, mais le point, c'est que ça va contribuer, c'est ça, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, à la conscience de classe, à la conscience de c'est qui la classe ouvrière, c'est qui les riches, puis pourquoi il faut les renverser. Fait que ouais, ça a des conséquences profondément révolutionnaires, ce qui se passe avec les dossiers Epstein. Puis la revanche de l'histoire contre toutes ces pourris-là, ça va être une révolution, ça va être de renverser leur système, de prendre de leurs mains les banques, les grandes entreprises, de les priver des moyens de s'acheter une sortie de prison, de s'acheter des avocats, de s'acheter des femmes, de s'acheter du monde, puis de semer la terreur partout sur la planète. Ça va être ça, la revanche contre ce monde-là. J'ai rien à rajouter, en fait. Je pense que t'as le mot de la fin pour aujourd'hui. Ouais, puis moi, ce que je dois dire, la dernière chose que je veux dire, c'est pour moi, les dossiers Epstein, j'ai jamais été aussi convaincu qu'en lisant ça de la nécessité d'une révolution socialiste. J'y crois depuis longtemps. L'étude de la société, l'étude du marxisme donne les outils pour comprendre pourquoi c'est nécessaire. Mais un cas concret comme ça, pour moi, ça n'a jamais été aussi évident, la nécessité d'une révolution. Mais pour que ça arrive, il faut s'organiser. Ça prend un parti, ça prend une organisation. C'est pour ça qu'on est au PCR. C'est pour ça qu'on fait ça, pour renverser la classe Epstein, renverser ces pourris-là, puis ouvrir une nouvelle ère de l'histoire de l'humanité où toutes ces dégueulasseries-là vont être une chose du passé. Je pense qu'avec les deux sujets d'aujourd'hui, avec l'impérialisme, le chaos de l'impérialisme, avec la pourriture de la classe dirigeante, tout ce qu'on voit en ce moment, je pense que ça nous montre en fait la nécessité de changer les choses, de lutter pour renverser ce système-là, tu sais, puis je pense que c'est ça c'est un peu ça la conclusion, moi, que je garde en tête, c'est qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'impliquer, pour
l'histoire est en train de démasquer, en fait, tout le système. Ouais, l'histoire On démasque voit ce tout ça. monde-là. On rame du bon côté de l'histoire. On est dans la bonne direction. Et ouais, moi aussi, ça donne quelque chose de concret, en fait. On comprend théoriquement, à bien des égards, les dossiers Epstein. Je suis pas surprise. Mais de l'autre côté, je suis pleinement surprise de voir tout ça. C'est ça un peu la contradiction, c'est qu'il n'y a rien qui est irrationnel. C'est exactement ça le système capitaliste, mais en même temps, je pense qu'on dirait qu'on n'a pas assez d'imagination pour comprendre comment la classe dirigeante peut faire des trucs comme ça, tu sais. Fait que ouais, moi, ça me donne juste plein de munitions intellectuelles et morales pour lutter pour un meilleur monde, un monde avec une meilleure moralité supérieure, la moralité des gens ordinaires. C'est ça, c'est pour ça qu'on se bat. Puis je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour le faire. All right. Merci Hélène. Merci à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. C'est 2 sujets dont on va probablement devoir reparler, mais j'espère que ça vous donne un bon aperçu du parti pris qu'on a au PCR, de la position que la classe ouvrière devrait prendre sur le conflit en Iran, des conclusions à tirer de l'affaire Epstein. Donc on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Parti pris.